On va maintenant voir le deuxième exemple ici un problème qui est quand même fréquent pour les milieux intérieurs. C'est celui où on a des environnements, en anglais on dit self-similar, en français je ne sais pas, auto-similaires, donc des éléments qui sont pas mal similaires, particulièrement avec le lidar. Le lidar, qu'on a moins d'informations, c'est un capteur qui est moins riche. Donc, on voit pas vraiment l'écriture sur les murs, par exemple. Pratiquement un capteur visuel comme une caméra, par exemple. Donc, souvent, les environnements vont là très, très similaires. Donc, je vais avoir un robot avec deux mesures, Z1 et Z2, donc un lidar qui pointe vers l'avant, un lidar qui pointe sur le côté. Donc, c'est un lidar avec un seul faisceau. Je n'aurai pas de compas et je vais avoir une carte qui est connue d'avance, ici. Donc, si j'ai mes particules ici, et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de la localisation globale. Donc, trouver la position de mon système lorsque je le démarre et j'ai la carte, mais je ne sais pas où que je suis. Donc, là, on va initialiser les particules au hasard de façon, disons, uniforme. Donc, je vais piger de façon uniforme entre 0 et 3 mètres. Entre 0 et 3 mètres pour Y et entre 0 et 10 pour les X. Aussi, pour réduire le nombre de particules, parce que je ne voulais pas surcharger la simulation, donc j'ai dit que je vais les angles permis là, pour l'utilisation, c'est 0,90, 180 ou 270 degrés. Donc, vous voyez ici, les petites lignes, là, ça représente la direction là, de l'hypothèse pour chacune des particules. Et en rouge, donc, vous voyez ici les mesures de lidar, là, par exemple, pour la particule ici. Vous voyez, j'ai une mesure à l'avant comme ça, et ainsi de suite. Donc, ce qui arrive, vu que cet environnement-là est symétrique, ben, ce que vous allez voir, c'est que vous n'êtes pas capable de distinguer entre la position ici et la position ici. Les deux positions nous retournent des valeurs, mesures qui sont similaires. Donc, je ne serais pas capable de les distinguer. Ça, ce n'est pas une faiblesse de l'algorithme, c'est une faiblesse du problème lui-même. Ma capacité à me localiser dépend non seulement de mes capteurs, mais dépend aussi de mon environnement. Ce qu'on va voir dans la simulation ici, donc vous voyez les particules, donc rapidement, vous voyez à mesure que je me déplace, la position réelle du robot, c'est la position avec la croix en rouge ici. Mais vous voyez, j'ai un amas de particules ici. Donc, je suis dans une situation où j'ai essentiellement une distribution bimodale. J'ai deux hypothèses qui sont vraisemblables. Donc, soit que je suis situé ici ou que je sois situé ici. Et les deux sont parfaitement indistinguables l'un de l'autre. Ce sont les mesures et l'environnement. Donc, c'est problématique. Mais vous voyez maintenant, à partir du moment où on va avoir une asymétrie dans l'environnement, on va être capable de lever cette ambiguïté-là. Vous voyez ici, j'ai mes deux amalgames de particules qui se promènent dans des directions différentes. Lorsqu'on va arriver proche de la région ici, ce qui va se produire, donc, c'est qu'il y aura des particules qui vont commencer à disparaître. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici en vert pointillé, ça c'est la mesure estimée et la mesure réelle. Donc, pour les lidars qui pointent vers l'avant, ici, mes hypothèses vont continuer à être valides. Par contre, pour le lidar qui pointe de côté, on s'attendrait à avoir une distance de peut-être 1 mètre ici pour les particules, alors que la mesure réelle, elle, est de 3 mètres. Si vous voyez, quand je suis ici, c'est à peu près 2,5 mètres. Vous voyez, quand je suis ici, le robot réel, quand il pointe de côté, il va obtenir une mesure de 2,5. Donc, le fait ici que j'ai une grande divergence entre la mesure attendue et la mesure réelle, c'est ce qui va faire réduire les poids W. Donc, à mesure que mes particules, si vous voulez, traversent cette région-ci, eh bien, ils vont finir par s'éliminer très, très rapidement, comme on va le voir dans la suite de la simulation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les mesures ici sont valides, ici ne sont pas valides. Vous voyez rapidement, les particules ici prennent des valeurs très, très faibles. On voit des cercles très pâles. Éventuellement, lors du prochain resampling, les particules sont éliminées. Et vous voyez, maintenant, j'ai réussi à converger à un endroit. Encore là, je répète, la convergence de nos filtres de particules va dépendre, donc, essentiellement, la capacité de se localiser va dépendre des déplacements et va dépendre aussi de l'environnement lui-même. Est-il auto-similaire, etc., etc. Donc, c'est un problème quand même assez complexe de dire, sachant une carte, sachant un robot, ça va prendre combien de temps avant d'être capable de se localiser? La réponse est, c'est assez difficile. On va faire des simulations pour vous donner une idée de la réponse. Pour l'effet corridor, ça, c'est un problème qui est très connu. Lorsqu'on a des robots qui se déplacent avec des lidars dans des environnements qui sont, comme par exemple les souterrains de l'Université Laval, eh bien, à un moment donné, on a une perte de précision parce qu'on a une information latérale, mais on n'a pas d'information longitudinale parce que la portée de notre lidar, par exemple, j'ai un lidar de 4 mètres, il ne voit pas le fond du corridor. Donc, on va perdre l'incertitude. On va gagner l'incertitude dans une certaine direction, mais pas dans l'autre. Donc, on voit ici, là, par exemple, j'ai un lidar d'une portée de 2 mètres. Donc, j'ai le lidar à l'avant qui fait, on voit ici en rouge, c'est sa portée maximale. Sur le côté, il n'y a pas de problème, mais vers l'avant, on voit que je n'ai pas atteint la portée maximale. Donc, seulement tous les lidars me donnent des valeurs maximales. Et donc, toutes les particules vont supporter cette hypothèse-là, parce qu'on est très, très loin du mur ici. Donc, vous voyez ici le poids des particules. Il demeure sensiblement, il est toujours constant, parce que dans le fond, toutes les mesures
toutes les mesures de tes particules sont conséquentes en fonction de la position estimée dans la carte. On voit ici, on va perdre de la connaissance longitudinalement à mesure qu'on se déplace. Et éventuellement, ce qui va se produire, c'est lorsque le lidar ici, lorsque la portée va faire en sorte qu'on devrait recevoir des mesures. Vous le notez ici, les particules, ce qui va arriver, vous voyez comme il y a des particules ici qui vont venir perdre leur poids. Éventuellement, on vient de se localiser par rapport au fond du corridor. Donc là, ici, on voit un beau phénomène de comment les particules vont nous permettre de gérer cette incertitude. Bien, pas gérer, mais de représenter l'incertitude. Et lorsque la situation le permet, on va être capable d'éliminer les particules qui, dans le fond, maintenant ne sont plus représentatives. Essentiellement, les filtres de particules sont très bien adaptés au problème de localisation globale, donc pour des cartes ici qu'on voit, là, qui est représentée par une grille d'occupation. Et là, ici, donc, c'est tiré du livre là, de Probabilistic Robotics. L'idée étant qu'on a, au début, ils ont utilisé des particules qui sont représentées par des points noirs, là, un peu partout au hasard dans la carte. Et ils ont commencé à faire des déplacements pour être capable de venir se localiser. Et c'est un robot qui est équipé d'un lidar. Donc, la position réelle du robot, elle est ici. Et là, la position actuelle du vrai robot, elle est ici. Donc, ça, c'est la trajectoire qui a suivi. Donc, le robot, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accumulé de l'information sur une trajectoire qui était rectiligne avec des murs qui étaient situés à, disons qu'un bloc représenterait 1 mètre, là, un corridor, autrement dit, d'à peu près 3-4 mètres de largeur. Et ce que les particules nous montrent après un certain déplacement, on voit donc les endroits où le robot a les probabilités d'être présent, elles sont non négligeables. On voit que pour le centre ici du corridor qui est très, très large, la probabilité essentiellement elle est nulle vu que les particules ont tous disparu. Mais pour toutes les régions de la carte qui ressemblent un tant soit peu à un corridor d'à peu près 3 mètres de large, ben on voit qu'il reste des particules. On voit ici, par exemple, on en a ici, on en a ici, on en a un petit peu ici, on en a ici, mais on en a surtout beaucoup dans le corridor en carré ici. Donc, pour pouvoir briser l'ambiguïté de toutes ces positions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut continuer à se déplacer dans la carte. Donc, vous voyez ici, après avoir fait un virage et un deuxième virage, aucune particule n'a survécu dans cette région de la carte parce que c'est pas possible d'avoir des particules qui ont pu soutenir ces hypothèses-là. Et ce qui reste, dans le fond, c'est les particules qui font partie qui ont été initialisées à l'intérieur de ce carré-là. On le voit très bien, là, on a vraiment un effet de symétrie. Là. J'ai un groupe de particules ici, ici, ici et ici. Donc, pourquoi les deux régions ici sont les plus fortes? C'est parce qu'ils correspondent, faut pas que je me trompe, c'est ça. On voit ici, donc j'ai fait 1, 2 dans un corridor sans ouverture. Et les particules qui sont parties d'ici, vous voyez, ont fait 1, 2 dans un corridor pas d'ouverture. Donc, c'est normal que les deux amalgames de particules ici soient les plus forts parce que les particules qui sont rendues ici, ça veut dire qu'elles ont commencé ici. Et vous voyez, ils ont fait un bout de chemin dans un corridor sans ouverture, mais ils ont passé ici dans un corridor qui avait une ouverture. Donc, la présence de cette ouverture-là, comme dans l'exemple que je vous ai montré, il y avait comme une espèce de kink là, dans cet exemple ici, là. Donc, le fait qu'il y ait une asymétrie a fait que les particules sont mortes parce que la symétrie n'était pas expliquée dans les mesures. Alors, c'est la même chose qui s'est produit ici pour ces particules-là ici, c'est qu'ils ont passé, lorsqu'elles ont passé devant cette ouverture-là ici, les mesures n'arrivaient plus à expliquer. Les mesures et les estimées de mesure n'étaient plus conséquentes une par rapport à l'autre. Même chose pour les particules ici, parce que ça veut dire qu'elles ont commencé ici, qu'elles ont passé devant l'ouverture, et ainsi de suite. Bien entendu, lorsqu'on vient presque terminer la boucle et sortir, les seules particules qui, dans le fond, peuvent expliquer toutes les mesures et les déplacements, ben, ce sont celles-ci. Les autres ont été éliminées. Ouais, c'est comme jouer à clou. L'idée, c'est ça, c'est ce que Bayes essaie de faire. On lui donne des indices et à partir des indices, il retrouve les causes. C'est ce que je trouve la beauté des filtres bayésiens. C'est en aucun cas, on a codé en disant, ben, si tu fais 3 virages à gauche puis qu'il y a une ouverture, ben, élimine les particules. Tout ce qu'on a fourni au système, c'est voici comment le système se comporte. Et à partir du comportement du système, Bayes va automatiquement pondérer les hypothèses pour nous et va finalement nous donner la réponse où est situé le robot. Et vous voyez, ça a pris quand même un certain temps. Là. Il a fallu que je fasse quand même un bon cheminement pour arriver à cette distribution-là ici. Donc là, j'ai fait ma localisation globale. J'ai trouvé un amalgame de particules qui représente une distribution unimodale. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ce moment-là? Eh bien, sans grande surprise, on va passer maintenant à une localisation de type local.
On a détecté que maintenant que j'ai un moton, si vous voulez, un amalgame de points, je peux calculer c'est quoi la covariance de la population. Je peux calculer la moyenne de cette population-là. Et là, je pourrais initialiser et un filtre à particules, pouf, directement. Et après ça, éliminer mon filtre à particules, qui est quand même assez coûteux à faire tourner. Parce que ici, peut-être qu'on devait faire tourner peut-être, je ne sais pas moi, 2 000 à 3 000 particules, ce qui prenait quand même un certain temps de calcul. Alors ici, là, je tombe sur un fil de Kalman et voilà, je suis maintenant rendu dans mon pistage, mon tracking. Donc, c'est un peu la vie et la mort, si vous voulez, naissance, vie et mort d'un filtre à particules. Souvent, on les utilise dans pour une époque particulière de notre problème de localisation, dans ce cas-ci, la partie globale. Puis lorsque je suis rendu dans le pistage, ben là, j'ai une distribution unimodale, je peux aussi bien prendre un fil de Kalman, c'est plus efficace. Alors, première question, comment on détecte quand on a un seul nuage de particules? C'est une bonne question. Il y a des gens qui, j'ai pas d'algorithme en tête, sinon des trucs comme des divergences de Kullback-Leibler en disant, ben, je fais l'hypothèse que j'ai une distribution normale, puis je regarde voir la divergence avec les particules versus cette hypothèse-là, puis ça va me donner une réponse. Mais ça peut être basé sur je regarde la distance entre les points. Dans le fond, ce qu'on voit, il y a un groupement de points. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est que j'ai une forte densité de points, puis après ça, ça diminue la densité. Je n'ai pas une situation où j'ai une forte densité, ça diminue, puis après ça, ça recommence à grossir. Mais c'est une très bonne question. Il y a plein d'heuristiques qui vont nous permettre d'établir avec une certaine certitude si ou non j'ai la présence maintenant d'une distribution, dans le fond, d'un seul nuage de points. Dans le pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est si on met un seuil sur disons, on a une fonction mathématique qui nous calcule l'unicité d'une distribution. Puis ce qu'on peut faire, c'est juste mettre un seuil très conservateur en disant je vais attendre beaucoup d'époques avant de vraiment confirmer que mon nuage de points a convergé ou condensé, c'est l'autre terme qu'on utilise parfois. Là. Il y a pas des degrés de condensation. Donc, lorsque je l'ai détecté, j'attends encore quelques itérations, puis quand j'ai vraiment une belle confirmation, j'applique mon fil de Kalman. Ceci étant dit, si vous avez aussi un bon algorithme de kidnapping, ben lui, il va peut-être détecter que votre fil de Kalman a été initialisé trop tôt. Puis là, il va simplement repartir le filtre à particules pour refaire la localisation. Ça aurait été une perte de temps un peu, mais c'est une possibilité. Donc, l'incertitude qui reste est-elle uniquement due à la précision des capteurs? Elle est due à l'incertitude de tout. Donc, l'incertitude des capteurs, l'incertitude reliée aux déplacements eux-mêmes et aussi l'incertitude de la carte elle-même. Là, ici, on fait l'hypothèse que notre carte a peut-être pas beaucoup d'incertitudes, mais éventuellement, on va falloir gérer aussi l'incertitude de la carte. Donc, c'est l'incertitude de tout le monde. Et il ne faut pas l'oublier, le fait qu'on caractérise l'incertitude de toutes les composantes, ça nous permet de trouver des ratios en disant, ben, je pense que 90 de mon incertitude provient de mes capteurs, par exemple, puis 10 de mon, 3 disons 7 de mon déplacement, puis 3 de ma carte. On peut donner ces estimations-là. On a une suggestion, donc on trouve le centre de masse. Si on regarde si tous les points sont à l'intérieur d'un rayon, ça pourrait être une possibilité aussi. En disant, ben, moi, je considère que si toutes mes particules sont à l'intérieur de 30 cm, clairement, j'ai convergé. Par contre, j'imagine que la taille, le rayon peut être un rayon qui est, disons, similaire à celui du robot. Ça pourrait être une bonne hypothèse. Dans le fond, les deux particules ont convergé à l'intérieur d'un disque de la taille du robot. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise façon de faire. Un autre exemple que j'aime beaucoup, on parle de fusion d'informations depuis des 3 semaines, puis souvent dans l'impression d'information, c'est mes capteurs, c'est mon hypothèse précédente, c'est mes actionnaires et tout ça. Donc l'information, mais il y a aussi des cartes. On va en parler aujourd'hui. Les cartes contiennent de l'information, donc est-ce que je pourrais fusionner l'information de la carte avec mes capteurs et avec mes déplacements? C'est ce qu'on va faire ici dans l'exemple. Encore là, je le répète, les fils de particules sont le fun pour ça, sont faciles à implémenter. Vous pouvez tester n'importe quelle idée avec ça. Donc, imaginez, je veux me localiser sur une carte, mais j'ai accès à un signal GPS qui est très bruité. Par exemple, ici, j'ai mis 50 mètres, là, ce qui n'est pas complètement hors du commun parce que je l'avais mentionné brièvement, là, mais les derniers bits des timings de GPS qui nous donnent, dans le fond, la distance par rapport au satellite, l'armée américaine se donne le droit de les encrypter en tout temps. Ils étaient encryptés à aller jusque dans les années fin 90. Et là, ils sont décryptés, donc c'est pour ça qu'on a une précision autour de 10 mètres.
Mais à l'époque, le GPS, c'était à peu près 50 à 100 mètres parce qu'ils étaient encryptés. Pour pas que, dans le fond, n'importe quelle personne puisse utiliser le GPS, c'est des fins militaires. On le voit très bien en ce moment avec les conflits. Les gens sont très rapides à développer des solutions maison avec des drones et tout ça. Donc, le fait de pouvoir embrouiller les signaux GPS peut conférer un certain avantage à une armée plutôt qu'à une autre. Donc, hypothèse, donc j'ai un bruit de 50 mètres sur mon GPS, je vais avoir des bruits sur des déplacements de 2 mètres, c'est quand même assez élevé pour un véhicule routier. Là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'incertitudes, mais je l'ai fait dans ma simulation, j'ai mis 2 mètres. On va aussi avoir un véhicule là, de type, là, sans dire à Ackerman, mais l'idée que j'ai une direction. Donc, j'ai une vitesse linéaire et une vitesse de rotation. Donc, je peux calculer facilement des trajectoires. Puis, mais les trajectoires aussi vont être, par conséquent, relativement lisses dans l'espace des hypothèses, vu que je dois tourner le volant pour faire. Mon véhicule ne va pas sauter, pas comme un drone qui peut aller dans n'importe quelle direction. Là, il va en ligne droite puis il tourne. Et pour joindre l'information de la carte dans mon filtre, ce que je vais faire simplement une petite ligne de code. C'est tout. Pour pouvoir inculquer l'information de la carte dans mon filtre. Je vais faire l'hypothèse qu'une voiture, ça roule sur les routes. Ce qui peut sembler simple, mais c'est quand même ça. Je vais dire, si je détecte qu'une particule n'est pas située sur une route sur ma carte, je vais réduire, dans le fond, le poids de la particule de 90, un facteur 90. Vous voyez, ici, je multiplie par 0,1, donc j'enlève 90 de la valeur du poids. Donc, notez, je n'ai pas mis à zéro. On n'aime pas mettre des zéros, des multipliés par zéro. On veut juste dire, regarde, je vais éliminer 90 Après 4 itérations en dehors d'une route, essentiellement, la particule va tomber à zéro. Donc, c'est comme ça que je vais inculquer l'information de ma carte. Et là, je vais partir la simulation dans MATLAB. Donc, ce qu'on voit sur la carte ici, donc vous voyez ici, donc les différentes rues sont en noir. La position réelle du véhicule, elle est en bleu. Les mesures GPS sont en rouge. Et en vert, ce sont les différentes particules. Là, je ne mets que la position XY des particules. Là, je ne mets pas leur heading. Et ce qu'on va voir, c'est à mesure que je me déplace, donc vous voyez ça, là, je suis à l'itération 2, donc l'erreur de 68 mètres dans mon filtre en ce moment. Et vous voyez comment déjà, là, après la deuxième itération, j'ai éliminé la plupart des particules qui ne sont pas sur les routes. Donc, ici, je suis à l'itération 3. Inquiétez-vous pas, ça va aller plus vite pour les prochaines itérations. Donc, graduellement, vous voyez, à mesure que mon système se déplace et que je prends des mesures, je le répète, mon GPS, essentiellement, ma seule mesure que j'obtiens ici, là, c'est du GPS. Donc, je veux trouver des particules pour lesquelles les trajectoires sont conséquentes avec les routes et les mesures GPS et les commandes du véhicule, donc les déplacements linéaires et de rotation. Donc, ici, itération 7, on voit qu'on commence à converger. Notez ici comment j'ai un paquet de particules qui sont ramassées. Lorsque j'ai fait un virage, ils sont ramassés à l'extérieur des routes. Donc, ces particules-là vont finir par rapidement mourir, puisque dans le fond, elles vont être multipliées par 0,1. Donc, vous voyez ici, le gros moton est disparu parce qu'ils étaient situés en dehors des routes. Donc, vous voyez comment l'information de la route ici, encore là, ici, les particules vont disparaître parce qu'elles ne sont pas sur les routes. Voilà, elles sont disparues. Donc, vous voyez comment, comme je le disais tout à l'heure, Bayes, ce qu'il doit faire, c'est qu'il dit, je conserve les particules qui peuvent expliquer tout, expliquer la carte, les trajectoires, les mesures GPS, etc., etc., etc. Donc, vous voyez comment rapidement, là, on parle d'une erreur d'à peu près 5 à 10 mètres, là, dépendant des trajectoires et tout ça. Mais je suis parti quand même d'un GPS très imprécis, 50 mètres, une carte précise, puis des commandes envoyées au système. Et avec ça, je suis maintenant capable d'estimer quand même relativement bien. Vous voyez comment le nuage vert englobe bien la position réelle en bleu. Comment je suis capable de bien me localiser sur la carte, malgré le fait, vous voyez le point rouge, comment ça va n'importe où sur la carte. Ça, c'est mon GPS. Mais je suis capable quand même de me localiser. Donc, c'est ça la force de la fusion d'informations. C'est que toute information qui est disponible, que ce soit capteur, carte, odométrie, on va l'utiliser pour améliorer la capacité de nous localiser. Bien entendu, si vous preniez un véhicule tout-terrain, là, l'hypothèse ne tiendrait plus la route, qu'on circule juste sur les routes, sans faire un jeu de mots involontaire ici. Là. Mais on doit exploiter la structure du problème si on veut converger rapidement. Donc, gardez à l'esprit pour les frais de particules, le nombre de particules utilisées va influencer la précision. Comme si vous vous rappelez le lancer des dards pour trouver l'air sous la courbe. Donc, plus j'ai de dards, plus je vais être précis. Aussi, un des grands problèmes, le principal problème des frais de particules, c'est ce qu'on appelle le flot de la dimensionnalité. C'est que lorsque j'ai un système à une dimension, ça me prend un nombre relativement faible de particules pour bien échantillonner l'environnement. Mais si, par exemple, si pour le même nombre de particules, je me tombe à 2 dimensions, vous voyez comment les particules sont un peu plus éparses. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'augmente la densité de particules à 2 dimensions. Même chose à 3 dimensions. C'est difficile à voir à la troisième, c'est sûr, là, mais le nombre de particules que je dois
utiliser pour bien échantillonner l'environnement, pour bien capturer mon vecteur d'état à 3 dimensions, bien, il va être très, très, très élevé. Donc, c'est un des problèmes des filtres de particules. Un autre problème, ce qui peut sembler un peu étrange, c'est si votre capteur est trop précis. Rappelez-vous qu'on va utiliser la vraisemblance d'une mesure en fonction d'une hypothèse X pour venir pondérer le poids. Et si vous avez un capteur qui est réputé très précis, ben, ça se peut très bien qu'il y ait 0 particule ou une particule qui soit située à l'intérieur de cette distribution-là. Donc, s'il n'y en a aucune particule, toutes les particules vont tomber à 0. Donc, votre filtre, dans le fond, il vient de perdre complètement sa capacité de représentation. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Donc, cette perte de vérité-là, on appelle ça en anglais le deprivation. Donc, des solutions possibles. On a une possibilité, c'est de dire, ben, si je peux directement inverser mon capteur, ben, venir placer des particules, rajouter quelques particules à l'endroit qui correspondent à la mesure, si je peux inverser mon capteur. Il existe des techniques qui, dans le fond, ils essaient de faire un compromis, c'est-à-dire qu'ils vont piger dans le rouge, puis ils vont pondérer avec le bleu. Donc, le bleu étant la prédiction, là, au lieu de, si vous voulez, piger dans le bleu puis pondérer dans le rouge. Là. Donc, c'est une possibilité. Donc, G-mapping, FastLam, on va en parler un tout petit peu dans quelques semaines, mais j'en parle pas tellement plus que ça au niveau de cette technique-là. Mais la façon la plus simple, c'est simplement de venir amplifier le bruit ici. Là, disons que la précision de mon capteur est de 3 mm, mais je vais le gonfler à 30 cm, par exemple, juste pour m'assurer que les particules, j'ai toujours des particules qui soient couvertes par la mesure. Sinon, comme je vous le dis, ils vont se faire éliminer. Il existe des petites variations pour ces filtres-là. Il y a de la recherche qui se fait comme dans tout. Donc, il y a beaucoup de variétés de types de filtres à particules. Par exemple, pour le problème du kidnapping qu'on a parlé tout à l'heure, une façon très simple de régler le problème du kidnapping avec un filtre de particules, c'est de simplement, après la mise à jour, mettre des particules au hasard avec un point non nul dans l'étendue de la carte, par exemple. Donc, ce que ça vient dire ici, c'est que votre système, c'est après un déplacement et une mesure, bien, il y a une probabilité non nulle d'être téléporté. Puis de placer des particules au hasard, c'est de tenir compte de ce cas-là. Ce qui va se produire après ça, l'itération suivante, c'est que les particules qui ont été mises au hasard dans la carte, probablement qu'après une itération, leur poids va tomber à 0, puisque les mesures ne seront pas conséquentes avec ces hypothèses-là. Par contre, si le robot a réellement été kidnappé et que par hasard, une des particules que vous avez mises au hasard se trouve proche de la position réelle, bien, elle, son poids va augmenter très rapidement. Et après ça, lorsqu'il va arriver le rééchantillonnage, parce que les particules ailleurs, leur poids va tomber à 0, bien, ce qui va se produire, c'est qu'on va coloniser cette région-là avec beaucoup de particules, parce qu'on va faire des copies de la particule qui a un poids élevé. Donc, simplement de dire, regarde, à chaque itération, je prends les 5% les plus faibles, par exemple, ou je pourrais respecter la règle de ne pas faire des heuristiques. Je pigerai 95% de mes particules dans mes particules existantes, 5% de mes particules au hasard, et je fais ça à chaque itération, par exemple. On peut aussi, donc, un peu comme je mentionnais tout à l'heure, rajouter des particules près de l'endroit qui sont indiquées par les mesures. Donc, ça réglait le problème des capteurs trop précis. Mais c'est difficile à faire si la fonction de capteur n'est pas inversible. Hein. Si je vous dis que le mur est à 1 mètre, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'utilise des particules au hasard à 1 mètre du mur. C'est un peu compliqué à faire. Il y a aussi la situation où le nombre de particules, donc il y a un prix à payer. Plus j'ai de particules, plus ça coûte cher à calculer. C'est bon d'avoir beaucoup de particules au début lorsqu'on fait la localisation globale. Rappelez-vous la carte que je vous avais montrée tout à l'heure. J'avais besoin de beaucoup de particules, cette carte-ci. Donc, j'avais besoin au début beaucoup de particules. Là. On avait montré ici. On avait besoin de beaucoup de particules au début. Mais à la fin, j'en avais besoin de beaucoup moins. Donc, c'est une technique qui est basée justement sur la distance de Kullback-Leibler. C'est ici. Donc, c'est Adapting the Sample Size in Particle Filters through Kullback-Leibler Distance Sampling. Donc, les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils mesurent, c'est quoi la divergence des particules, etc., etc. Puis, ils ont des critères en disant, là, en ce moment, je pense que je n'ai pas suffisamment de particules pour bien représenter ma distribution sous-jacente, donc je vais rajouter des particules. Et à l'inverse, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils suréchantillonnent la distribution sous-jacente, ils vont simplement retirer des particules. Ils vont faire ça gracieusement au fil de l'exécution. Donc, ça, c'était la version vanille que je vous ai présentée à l'instant pour les filtres à particules. On va maintenant regarder une version qui s'appelle la version Rao-Blackwellized, RBPF, Rao-Blackwellized Particle Filter. Ça va être basé donc sur la structure du problème. Donc, on fait des probabilités, on fait des statistiques, mais sous ça, il y a un problème physique qu'on essaie de résoudre. Puis, il faut comprendre la structure, les différentes relations, les différentes dépendances entre les variables d'état à l'aide qui sont présentes dans notre problème. Donc, on avait dit que le filtre particules, un de ses problèmes, c'est que si le nombre de variables d'état est grand, le nombre de particules
qu'on doit utiliser doit être très, très grand aussi. Essentiellement, le nombre de particules devrait être exponentiel en nombre de variables. Donc, deux variables d'état, ça va. 3, ça commence à être un peu rock'n'roll. 4, 5, 6, ça devient extrêmement pénible. Imaginez un filtre à particules avec 1 million de particules, ça commencerait à coûter cher. Donc, c'est le problème, c'est le fameux fléau de la dimensionnalité. Le filtre à particules Rao-Blackwell-Equalized va tenter de résoudre en partie ce problème-là. Ce qu'il va faire, c'est vraiment joli. Il va combiner un filtre de Kalman avec un filtre à particules. Pourquoi on fait ça? C'est pour essentiellement réduire la capacité de calcul. Ce qu'on va faire, c'est comme retrancher des dimensions C qu'on veut représenter par un filtre à particules pour ensuite le représenter par un filtre de Kalman. Donc, c'est important ici. C'est pas juste une formulation aléatoire qu'on a pigé en gribouillant les équations sur un mur. On s'est vraiment assis et on a voulu comprendre quelle est la structure qui est présente dans notre problème. Ce qui n'est pas évident. Ça, c'est la partie là, expert là, de dire là, j'ai un problème, puis je vais commencer de trouver des éléments disons, structurants. Rappelez-vous, au filtre à particules, je peux représenter n'importe quel type de distribution unimodale, mais ce n'est pas efficace, ou multimodale. On voit ici plusieurs sommets. Alors que la distribution de Kalman, je ne peux représenter que des distributions unimodales. Et on a vu que, par exemple, la localisation globale, j'ai une distribution multimodale, donc je dois utiliser un filtre à particules. Voici le problème que je vous présente pour un filtre de particules Rao-Blackwell-Equalized. Donc, vous avez un environnement ici, fort heureusement, qui est pas trop autosimilaire. Vous avez l'axe ici, X et Y. Et notre problème, dans le fond, de localisation ici, c'est de trouver c'est quoi on veut représenter la probabilité que le robot se situe à la coordonnée X, Y et θ. C'est ce qu'on veut représenter ici. Et comme vous avez vu, lorsqu'on avait fait la localisation globale, on a vu que lorsqu'on fait certaines trajectoires, on va finir par se ramasser par des amalgames de points, par exemple dans les coins, etc., parce qu'il y a un nombre limité d'hypothèses qui peuvent soutenir, dans le fond, les trajectoires qui ont été faites depuis le début. Donc, c'est un peu la situation ici que je vous présente. Là. Le robot a fait quelques déplacements et ce qu'on voit comme distribution qui est fort probable, c'est des distributions qui sont concentrées en XY ici. Vous voyez, des concentrations ici. C'est ce qu'on avait vu là, tout à l'heure. Et on va voir, par exemple, les particules ici, là, ben, ils ont tous tendance à avoir des directions qui sont celles-ci, par exemple, les particules ici, des directions qui sont dans cette direction-là. Pour les particules ici, la direction est ici. Pour les particules ici, les directions sont à peu près comme ça. Et ainsi de suite. La même chose pour ici. Donc, on voit une distribution quand même assez complexe. Donc, ici, c'est une distribution tridimensionnelle, mais que j'ai représentée en 2 dimensions pour le XY. Et la troisième, c'est la direction des flèches, si vous voulez. On va faire des factorisations, si vous vous rappelez. Factoriser, c'est ce qui nous aide à rendre les problèmes de probabilité plus faciles à traiter. Et ce que les lois de la probabilité nous disent, c'est que je peux factoriser de plusieurs façons cette probabilité-là. Il y en a 3 ici que je vous présente. Donc, on peut dire que la probabilité jointe x, y, θ, c'est égal à la probabilité de x sachant y, θ fois la probabilité de y, θ, ou la probabilité de y sachant x et θ fois la probabilité de x, θ, ou la probabilité d'avoir θ sachant x, y fois la probabilité de x, y. Ces 3 factorisations-là sont valides. Ceci étant dit, pour paraphraser un certain livre, toutes les factorisations sont égales, mais certaines sont plus égales que d'autres. Il y en a une qui peut être meilleure en fonction de la structure de notre problème. Okay? Et c'est cette information-là, cette intuition-là qu'on utilise pour dire, je vais venir choisir une factorisation qui fait du sens selon la logique de mon problème. Donc, d'après vous, de ces 3 factorisations-là, sachant cet état-là, okay, que j'ai des particules ici qui sont amassées à certains endroits, puis que j'ai ici, vous voyez, une orientation qui varie que peu pour une région donnée de distribution. Est-ce qu'il y a une factorisation qui vous semblerait meilleure qu'une autre? On parle ici, donc j'ai 2 personnes ici qui me disent la troisième. Effectivement, c'est la troisième, parce que quelque part, ce qu'on voit, c'est que la distribution en X, Y, c'est une distribution, là, si on a enlevé les flèches en rouge, donc Px, Y, on voit donc que c'est une distribution qui est multimodale. Okay, donc ça, essentiellement, je peux représenter ça par un filtre à particules. Et ici, ce qu'on voit, c'est que quand je connais XY, c'est ce que ça nous dit ici, lorsque je connais XY, ben,
l'hypothèse sur l'angle, il est relativement cerné. C'est une distribution unimodale. Il va y avoir une certaine incertitude là, sur l'angle, mais ça n'ira pas dans tous les sens. Ça va vraiment dans une région ici. C'est ce que ce facteur-là vient capturer en disant, si je vous donne X, si je vous donne Y, quelle est la distribution de probabilité sur X? Puis c'est ce qu'on dit ici, c'est que la distribution, elle est très serrée. Elle est essentiellement unimodale. Donc, multimodale, unimodale. Qu'est-ce que je peux utiliser pour représenter une distribution multimodale? Filtre à particules. Qu'est-ce que j'utilise pour représenter une distribution unimodale? Une gaussienne que je vais venir manipuler avec un fil de Kalman. C'est la réponse, c'est oui. La troisième factorisation, elle va se coller à notre problème. Donc, voici, comme je l'ai dit, ce qu'on va faire, on va représenter cette partie-là de notre distribution par le filtre de particules. Et on va utiliser ici une distribution normale, une gaussienne, qui va être mise à jour. En le fond, toute la manipulation de la gaussienne va être faite à l'aide d'un fil de Kalman. Donc, essentiellement, maintenant, chaque particule est un fil de Kalman. Et c'est là que parfois, on se laisse intimider par les équations, parce que je mets un facteur, on se dit, OK, parfait, que je vais ouvrir la boîte à outils. C'est quoi le fil de Kalman? C'est un paquet d'équations. Donc là, c'est quoi? Je prends les équations de 1 à 7 que je multiplie par le filtre à particules. Puis, c'est l'intuition que j'essaie de vous passer ici. C'est comme, non, c'est pas ça. Rappelez-vous, là, la partie ici, ça, c'est une distribution normale. Et imaginez peut-être sur un taux, donc c'est quelqu'un qui manipule cette distribution-là, qui va l'évaser ou la contracter. Et qui est cette personne qui vient modifier cette distribution-là? Eh bien, c'est M. Kalman. Donc, c'est littéralement, on va manipuler la distribution ici, puis on va aussi mettre à jour celle-ci, de façon, si vous voulez, coordonner. Mais on ne vient pas multiplier chacune des équations ici par le terme ici. Le rôle de Kalman, c'est de dire, regarde, sachant X, Y, maintenant, mets-moi à jour la distribution normale ici. Et voilà. Donc, c'est le fil de Kalman Rao-Blackwellized. Je ne vous ai pas montré l'exemple en ce moment parce que là, ce qu'on va faire, FastSlam. FastSlam est un filtre Rao-Blackwellized. On va justement bien voir comment on peut mettre à jour ces factorisations-là parce que dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que les points de repère on va considérer que les points de repère, essentiellement, ce sont des distributions normales qui vont être mises à jour par des fils de Kalman. Donc, essentiellement, c'est comme si j'avais un fil de Kalman par point de repère dans l'environnement. Donc, ça va être le moment idéal pour venir introduire le filtre Blaurek-Wallace, plutôt de finaliser l'introduction du filtre. Voilà. Une question que parfois les gens se posent, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque mes commandes et mes mesures ne sont pas synchronisées? Parce qu'à date, ici, on faisait tout le temps là, en espèce de, pas tandem, mais il y avait on avait tout le temps mesure, on avait déplacement, mesure, déplacement, mesure, déplacement, mesure, déplacement, mesure. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ce n'est pas synchronisé? Il n'y a pas de problème. Dans le fond, essentiellement, on a fait tourner les équations appropriées que lorsqu'elles sont utiles. Dans le sens que, par exemple, j'ai une commande aux 100 millisecondes, un capteur 1 qui me donne l'information aux 300 millisecondes et un capteur 2 aux 500 millisecondes. Bien, ce qu'on va faire, on fait tourner les équations de propagation lorsque j'ai une commande qui arrive. Lorsque j'ai un capteur 1, par exemple, là, je vais faire les équations de mise à jour pour la mesure Z1. Après ça, vous voyez ici, j'ai 3 commandes, donc je fais 3 propagations, une mise à jour avec Z1, 2 propagations, une mise à jour Z2 parce que Z2 est aux 500 millisecondes, propagation, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, on fait rouler les équations appropriées lorsque les mesures et ou les commandes arrivent. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une synchronisation parfaite. Par contre, c'est important d'avoir un bon timing. C'est souvent en robotique, c'est souvent un des défis lorsqu'il y a le temps de faire des vrais robots, c'est de s'assurer que tous les capteurs soient bien synchronisés entre eux. Par exemple, que vous avez une horloge extérieure qui vient directement envoyer un signal, là, des frondons montants et descendants, par exemple, vers les caméras pour que les caméras prennent les photos tous en même temps. Souvent, ça peut être, par exemple, le lidar qui va déclencher les photos pour que lorsque le lidar tourne à un angle précis, les caméras commencent à prendre leurs photos, et ainsi de suite. Même chose, centrale inertielle, il faut être capable de synchroniser les signaux de la centrale inertielle avec la caméra, avec le GPS, avec ci et ça. Et bref, ce n'est pas un problème d'avoir des mesures et des commandes à des rythmes qui sont différents. Et ça, c'est valable là, autant pour les filtres à particules que pour les fils de Kalman. En conclusion, pour ce grand chapitre des filtres bayésiens,
les filtres Bayesiens nous permettent de résoudre des problèmes d'estimation d'état. Ici, on le faisait principalement pour des positions, mais sachez que ça peut être... j'ai vu des gens faire des filtres de Kalman pour estimer la quantité d'énergie restant dans une batterie de laptop. Parce que la variable cachée, c'est la quantité d'énergie qui reste. Vous avez des mesures de courant qui rentrent, des mesures de courant qui sortent. Vous avez des mesures de voltage. Et il y a des gens qui font, comme je vous dis, des filtres Kalman pour estimer la charge restante dans une batterie. Tout ça, c'est basé sur les théorèmes de Bayes. Et ça aussi, c'est un élément clé. Vous spécifiez le comportement du système. Et Bayes va faire le reste pour vous. Quand on parle de comportement, les modèles de déplacement, les modèles de mesure, c'est ce qu'on vient donner à notre filtre. Après ça, le filtre s'occupe du reste pour nous. On doit aussi choisir les variables d'état dans X. Plus vous en avez, plus le système va être long à calculer. Et aussi, ça se peut que vous fassiez des erreurs dans le sens que si vous mettez trop de variables d'état, vous mettez des mauvaises erreurs. Rappelez-vous, le fil de Kalman, lorsqu'il arrive, lorsqu'il va trouver, lorsqu'on fait la différence entre la vraie mesure et la mesure estimée, donc l'innovation, via le gain Kalman, après ça, il va redistribuer l'erreur sur toutes les variables d'état. Et cette redistribution-là va être fonction des ratios des covariances entre les différents capteurs et c'est ça. Mais là, si vous mettez beaucoup de variables d'état et que vous faites des erreurs sur les covariances associées à chacune des états, ce qui va se produire, c'est qu'il va commencer à redistribuer l'erreur, correction de l'erreur au mauvais endroit. Donc, gardez ça en tête. Trop, c'est comme pas assez. L'algorithme utilisé pour résoudre les problèmes de filtrage bayésien va dépendre des distributions des croyances. Si c'est des distributions qui sont unimodales, ben, le filtre de Kalman va faire l'affaire. Et distribution multimodale, ce sera des filtres de particules ou ce qu'on vient de voir brièvement, là, les filtres de particules Rao, Black, Wallace.